C'est bon. On peut commencer, on peut commencer. Salam alaikum Nordine, très heureux de te retrouver pour nos émissions quotidiennes. On m'a beaucoup demandé à New York Université, mais où est donc passé ce Nordine? Non, c'est l'Aïd, il était en vacances, etc. Profiter de ces moments de sérénité. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon, évidemment, les sujets sont nombreux sur lesquels on pourrait parler, mais je pense qu'on va peut-être voir un petit peu quelle est la situation de ces relations tumultueuses avec la France, surtout après ce voyage de le ministre des Affaires étrangères française devant cette effervescence propagandiste médiatique, les phrases bien sûr assassines qui continuent, et il y a même eu des menaces. Et donc, il est bien convenu que ce voyage du ministre des Affaires étrangères français était nécessaire pour aller en Algérie et essayer de rétablir un petit peu cette relation France-Algérie qui est c'est comme une relation de 132 ans. On ne peut pas l'oublier juste comme ça. Il y a tellement d'intérêts d'un côté comme de l'autre. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a réussi encore une fois à attacher cette histoire de brouille diplomatique entre l'Algérie et la France, et on parle d'antisémitisme. Est-ce que je peux dire un mot sur ça, Nordine? Au contraire, j'ai vu le texte. Le texte est un très bon texte. Vous pouvez en parler, Voilà, voilà, j'aimerais bien le lire, ce texte, si tu me permets. Je peux? C'est un très bon texte. Un texte sur le plan historique, sur le plan... Alors voilà, on nous dit antisémite. Alors moi, je pose la question. Alors, qui est antisémite dans toutes ces déclarations? Moi, je vais faire un petit peu un retour de l'histoire. J'ai vu, bien sûr, le documentaire sur l'antisémitisme qui est passé sur toutes les télévisions, évidemment, parce que bon, on a essayé d'assimiler les Algériens à des antisémites, ce qui est tout à fait faux. Alors moi, je vais dire encore une fois que le premier crime, le meurtre rituel au Moyen Âge, il a eu lieu en France, où on a fait accuser les pauvres juifs, voire l'assassinat de Guillaume de Norwich, de même qu'il serait accusé d'avoir propagé la peste noire. En ce temps-là, en Andalousie, l'Andalousie arabo-musulmane, à la même époque, l'un des premiers ministres de la cour de l'émir des musulmans était un juif. Avant l'islam, le plus grand penseur chrétien, Saint Augustin, il était originaire de Annaba, de Hippom à l'époque, mais de Annaba, c'est le nom de la ville aujourd'hui. Et ce sombre Saint Augustin, il était porteur de haute robe cléricale, il clamait la charité chrétienne, mais parlait de guerre, mais non seulement il parlait de guerre, mais il parlait de juste guerre, justifiant la guerre. Et contre qui elle était menée, cette guerre? Contre les Juifs. Il faut lire son livre, La Cité de Dieu, où il en parle nommément. Alors ce saint homme, adulé comme le père de l'Église, il n'y a pas une Église, il n'y a pas ce livre, La Cité de Dieu, sur leur pupitre. Mais c'est ça qui déjà avait fait naître et cultiver la haine contre les Juifs. Et là, les musulmans n'existaient même pas encore à l'époque. Puis il y a eu Pierre l'Ermite, un éradicateur, illuminé, poussant à la croisade pour conquérir Jérusalem, El-Quds, mais sur la route, ce qu'oublient de dire les livres d'histoire de l'Occident, il va ordonner un génocide, oui, vous avez bien entendu, un génocide, celui des Juifs d'Europe. Chaque Juif qu'il trouvait sur leur chemin, il lui coupait la tête. Oh, j'ai encore bien d'autres exemples que je peux dire. Les programmes de l'Europe de l'Est, en Pologne par exemple, ou bien à Budapest. 30% des Juifs d'Europe ont été exterminés par les nazis chrétiens durant la Deuxième Guerre mondiale, sans que Pie XII, le pape de l'époque, n'élève sa sainte voix au su et au vu de ce massacre qui se passait sur le seuil du Vatican. Mais, encore une fois, je ne peux pas taire ou ne pas citer la Reconquista d'Isabelle la catholique et de Ferdinand en 1492, cette fameuse date où les arabo-musulmans d'Andalousie ont été chassés. Non seulement on chassait les musulmans d'Andalousie, mais on va tuer des milliers de juifs essayant de s'échapper. On leur refusera même de se joindre à l'exode des musulmans qui partaient et qui allaient trouver refuge dans les terres
plus compatissante à leurs égards, c'est-à-dire celle de l'Empire ottoman musulman qui accueillait tous les réfugiés, y compris les non-musulmans, à savoir les juifs. Alors, en ce temps de propagande en France contre les musulmans, je voudrais m'adresser à l'histoire, lui demander de faire son devoir de mémoire et de ne pas effacer les sillons de sang d'innocents de toute religion. Les Juifs ont beaucoup souffert, ils ont été persécutés, et il est normal que l'on se souvienne de cette ignominie humaine. Mais il faut aussi dire tout haut et bien fort que le peuple juif n'est pas seul à porter les marques du sceau du génocide des chrétiens. Je dirais même avant, du génocide depuis les pharaons jusqu'à Hitler. Mais pourquoi aujourd'hui les musulmans sont-ils les persécutés que l'on tue, que l'on martyrise, que l'on bombarde, que l'on gaze, mais aussi que l'on l'ignore? Gaza et ses enfants ne sont-ils pas des êtres humains? La mère de ces enfants ne sont-elles pas humaines? Oui, les enfants de Gaza sont devenus aujourd'hui les Juifs d'hier, mais ceux qui les assassinent, ce sont des sionistes. Et des sionistes qui les assassinent avec les balles, avec les avions, avec les tanks, avec tout cet armement qui vient des USA et qui vient de cette sanguinaire Europe. Les Arabes et les Juifs ne sont-ils pas des cousins ou même, diront certains, des demi-frères? Alors, l'antisémitisme, c'est quoi? Ce dont parle Retailleau, ce dont parle Zemmour et bien d'autres encore. Est-ce une haine de l'arabe ou du juif et par qui? Il y a 2000 ans d'histoire à réécrire, sans les faussaires sur BFM, sur CNews, etc. Mais je dirais en conclusion, je vous laisse à ceux qui m'écoutent à votre conscience et peut-être à ces Français qui sont en train de vilampider l'Algérie, s'ils ont une conscience, si toutefois ils en ont une. Oui, l'Occident est en train de vociférer pour défendre les droits de l'homme, notamment en France, et aussi il cite toujours bien sûr l'Ukraine. Mais que se passe-t-il à Gaza? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des êtres humains qui sont en plus de 50 000 maintenant que l'on est en train de tuer? On les bombarde, c'est des femmes, c'est des enfants, c'était des victimes innocentes. Alors je dis halte à l'hypocrisie de l'Occident qui aujourd'hui ont mis à nu, et je te laisse la parole, Nordine, si tu veux bien ajouter quelque chose ou si tu veux aborder le sujet qui nous intéresse. Merci encore de m'avoir laissé cette opportunité de parler de cet antisémitisme que prennent les Français et qui me tient à cœur. Tfadala, Nordine. L'antisémitisme, c'est Mohamed, si on se réfère un peu à l'histoire. Il y a un écrivain un raciste, un antisémite dans la... Édouard Drummond. Mais il faut voir comment il traitait les Juifs dans ce livre-là. Un livre qu'on peut trouver sur la Bibliothèque nationale de France. Le problème qui se pose actuellement, mais en France, vraiment, ça a dépassé les limites. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de frein. Bruno Retailleau, qui tenait un discours devant ses militants en disant le voile, moi je suis pour le sport, contre le voile, et ainsi de suite, et tout ça. Ce bonhomme-là, il faut que les gens sachent d'où il vient. C'est un bonhomme, c'est un individu, et moi je dirais même ce triste individu qui vient de la Vendée. Et son gourou, c'est de... c'est ce bonhomme-là, il est sénateur depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui 2025. Donc il a 21 ans, il est au Sénat. Pour que les gens sachent qu'est-ce qui touche un sénateur. Un sénateur, il a 6 000 € net de tout frais.
Il a 5 000 € pour la bouffe, pour les machins, tout ça, ça lui fait donc 11 000. Et il a un budget de 10 000 € par mois, donc ça fait dans les 21 000 € par mois pour un an. Si on devait faire le compte, il a touché des millions d'euros. Pas 1000, pas 2000, des millions d'euros. Il est dans les 7 à 8 millions d'euros, cet individu. Et aujourd'hui, il vient, il y a des problèmes de la défense, et il y a un éditeur, c'est l'islam. C'est même pas les musulmans, c'est l'islam. C'est ça le véritable problème. Adam, Bruno Ruyat, je voudrais même, des fois, tellement que je ne voudrais pas le voir, et même le nom, je n'aime même pas le nommer. Donc, ces gens-là, ça fait 21 ans. Eric Ciotti, qui est un anti-musulman dans l'âme, il est député de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Président du département des Alpes-Maritimes, c'est des gens qui touchent un argent fou. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Pour que les gens comprennent, c'est quoi le Sénat? Parce qu'il beaucoup que le Sénat, c'est dans cet édifice qu'on appelle le Sénat. Mais le Sénat, c'est comment dire, c'est la chambre, les gens qui réfléchissent, qui essaient de modifier les lois. Mais ils n'ont jamais le dernier mot. Le dernier mot, il revient à l'Assemblée nationale française, parce que les élus du peuple, c'est l'Assemblée nationale française. Les sénateurs, ils sont nommés par les maires, par les conseils municipaux, par ce qu'on appelle les hauts électeurs. Voilà. Et ces gens-là, même le président du Sénat, il était à Rambouillet, maire de Rambouillet. Il a été, bon, il a pris le rentrée au Sénat, mais il a fait un coup d'État. Normalement, il y avait un autre qui devait prendre sa place. Il a pris la place, mais voilà, c'est des gens, c'est des fainéants, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est des gens qui ont profité d'un système et ils profitent jusqu'à aujourd'hui. Un bonhomme, ça fait 21 ans, qui a touché plus de millions d'euros, des millions d'euros, et qui vient aujourd'hui donner des leçons de morale. Et il menace dernièrement, je dis, écoutez, de ça. Oui, toujours cette idée, c'est des anti-musulmans. Leur ennemi, c'est l'islam. C'est pas autre chose, c'est l'islam. La preuve, pendant la fête de l'Aïd, le recteur de la mosquée de Paris a voulu, il invite comme chaque année, il invite le ministre de l'Intérieur, parce que c'est le ministre des cultes, et il a refusé l'invitation. Voilà, c'est pour ça. Mais moi, je pense que c'est maintenant les Algériens, parce qu'il faut appeler comme qui vivent dans ce pays qui est la France, il faut qu'ils trouvent une solution. La solution, moi, je crois que c'est l'unité de la communauté algérienne. C'est l'unité de la communauté algérienne. C'est quelque chose de très important. Nous pouvons avoir 4, 5, 6%. Avec 4, 5, 6%, nous pouvons changer n'importe quelle élection. Mais il faut s'investir. On ne peut pas rester comme ça, inactif, à recevoir des insultes du matin jusqu'au soir. Non, il ne faut pas se laisser faire. Ces gens, c'est des racistes. Quand on voit un monde à l'envers, le Front National, une délégation du Front National qui part en Israël, c'est quand même aberrant. On a l'impression de vivre dans un autre monde. Et avec la crise actuellement de Marine Le Pen qui n'est pas éligible, et parce qu'elle a fait ça et ça et ça, on s'attaque à la justice, on s'attaque. C'est pour ça que la communauté algérienne, il faut qu'elle s'unisse. Il faut qu'elle s'unisse parce que c'est quelque chose de très important. Je pense qu'entre Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron, j'en suis persuadé qu'il y a une société française qui a pris deux marchés de la Sonatrach de plus de 500 millions d'euros à peu près. Ils viennent de signer le contrat. Donc, ce qui vient de se passer, c'est Mohamed, qui est quelque chose de très important. Dans la sécurité des Européens dépend. Ce qui vient de se passer avec le fameux avion furtif là, qui a été abattu par l'armée algérienne. Le drone, tu as les Maliens. Ça aussi, le drone super sophistiqué qui a été quand même abattu par l'armée algérienne. N'oublions pas les djihadistes. Leur terrain, c'est le Sahel, c'est tous ces pays-là. Et le seul pays qui peut faire face à tout ça, c'est l'Algérie, ce n'est pas notre pays. Elle a les moyens militaires, elle a la capacité de le faire. Donc, il faut s'adresser au peuple français.
que la sécurité de la France dépend aussi de l'Algérie. L'Algérie, si demain elle laisse ouvert mes intérêts, et celui qui veut passer par l'Algérie pour aller en France ou en Espagne, ben, il n'a qu'à y aller. Donc, l'Algérie joue un rôle très important. C'est pas parce qu'on est algérien qu'on parle de l'Algérie comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'en suis persuadé. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le Sénat, ne savent pas qu'est-ce que c'est ce sénateur qui est devenu sénateur, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et jusqu'à présent, il aspire qu'on est là, on voit tout ça, et mettre des bâtons dans les roues au ministre des Affaires étrangères avec des questions bidons, des questions pas chères, mais ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, l'Algérie, elle occupe une position très importante. Et donc, on voit qu'elle a de bons rapports avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Belgique, même avec la Hongrie, même avec la Pologne, avec tous ces pays-là, avec la Chine, avec les Russes. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est d'avoir de ne pas avoir de tenir un contact directement. Tebboune, il a dit, moi je discute avec le président de la République française. Et ce qui s'est passé, et ça c'est quelque chose de très important. Oui, justement, en parlant de ça, toi qui es en France, qu'est-ce que tu penses de ce voyage du ministre des Affaires étrangères en Algérie? Et surtout, est-ce qu'il y a eu un résultat positif pour essayer de renouer cette embrouille qui existe depuis maintenant, je pense, 6 ou 7 mois? Est-ce qu'il y a eu un plus? Est-ce que, bon, bien sûr, il y a les journaux qui en ont parlé, mais est-ce que le résultat est probant? Est-ce que ça va calmer? Bon, Retailleau, bien sûr, c'est Macron qui lui a dit avant le voyage du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, il a dit à Retailleau, maintenant tu te tais, ça commence à bien faire. Ce n'est pas du ressort du ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que maintenant il va y avoir une pause? Comment tu vois un petit peu ces relations après juste ce voyage qui a été initié d'ailleurs par les Français, il faut reconnaître ça aussi, parce qu'ils ont compris que bon, c'était pas dans l'intérêt des Français, tout d'abord dans l'intérêt des Français, mais aussi il y avait une grande question que tout le monde se posait, c'était la question sécuritaire donc, que tu viens d'évoquer d'ailleurs. Fadel. Non, moi j'en suis persuadé qu'ils sont condamnés à s'entendre. Ils sont condamnés à s'entendre. Ils sont condamnés à s'entendre. L'Algérie, c'est plus le petit patelin, c'est plus le pays qu'on a colonisé, c'est plus le pays qu'on a. L'Algérie, c'est un grand pays. Et il fait partie parmi les grands. Quand on voit même que les Américains qui s'intéressent maintenant à l'Algérie. Ah oui, absolument. Donc, c'est pas quelque chose voilà, qui s'intéresse. Ouais. Donc, moi, je vois que ça commence à trouver une solution entre la France et l'Algérie, parce que c'est quelque chose de très important. Maintenant, pour les gens qui devaient être expulsés, sûrement, ils vont revenir par... Même Retailleau, il disait il faut respecter les accords de 1994. Donc, il revient à la raison, appliquons la loi, et je pense que l'Algérie, elle applique la loi. Un bonhomme qui devait être expulsé et qui n'a pas, par exemple, la possibilité de faire des recours, ou qu'il a utilisé, tout comme celui de Montpellier, qu'il a utilisé tous les recours, et à chaque fois, on demande son expulsion, que ce soit la justice administrative, que ce soit toutes les excuses il a tout. Donc il ne faut pas accepter. C'est ça le. Mais l'Algérie, j'en suis persuadé, demain, il y a un père de famille qui a commis une erreur, qui a payé sa dette vis-à-vis de la société, qui a ça fait 20 ans en France, qui a des enfants qui sont là. Et demain, on l'expulse, demain, l'Algérie peut s'opposer en disant non, il faut qu'il utilise tous les recours pour pouvoir l'expulser. On ne peut pas l'expulser comme ça. Et c'est ça ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie. L'Algérie n'est pas contre. Si on prend des pays, par exemple, comme le Maroc, ou là, comme la Tunisie, et il y a plus de gens qui sont expulsés vers l'Algérie que des autres pays. Donc, le rôle, c'est de diviser Mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Et avec la bonne nouvelle, parce que la France, il y a une société française qui a pris un marché de 500 millions d'euros qu'ils ont signé avec la Sonatrach. Donc, ça va reprendre son cours. C'est vrai, peut-être ça mettra du temps, mais ça va reprendre son cours, ça c'est sûr. Et comme les hommes politiques français, de quoi ils parlent? Ils parlent du voile, ils parlent d'immigration, mais ils parlent pas de France. Ils ne parlent pas de tous ces jeunes qui vivent
En Italie, il y a 2 ou 3 jours de ça, l'Italie, c'est l'un des pays qui est en train que la population italienne elle est en train un vieillissement qui dépasse toutes les limites. Et ils disent qu'en 2070, 30% des Italiens ne sont plus là. Et la population du 3e âge que des jeunes, voilà. Ce qui va se passer pour la France. Et c'est pour ça qu'il y avait dans un discours Édouard Philippe qui disait il faut parler que d'effacement si on continue comme ça. Il n'y a plus, s'il n'y a pas cette jeunesse, s'il n'y a pas cette immigration, la France dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, elle disparaîtra, ça c'est sûr et certain. Il y aura 70% de personnes âgées et 30%, ce n'est pas les 30% qui font vivre les 70% de personnes âgées. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que pour eux, c'est l'islam. Voilà, c'est ça. Ils n'ont rien à dire. L'immigration, ils parlent des expulsés, ils parlent de ça, et c'est tout, pas plus. Il n'a pas un programme à présenter au peuple français. Les Ciotti, les Zemmour, et toute cette racaille, voilà. Toute cette racaille, parce qu'on peut les utiliser. Voilà, c'est tout. C'est Mohamed. Ben, tu viens de citer les hommes politiques comme Ciotti, comme Zemmour, comme Le Pen, etc. Leur fonds de commerce, bien évidemment, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et il n'y a rien d'autre à discuter parce qu'ils sont incapables de mettre un programme en place. Je prends Le Pen, par exemple, qui vient de se faire, comment dirais-je, sanctionner. Elle a été condamnée à 5 ans dans 2 fermes, etc., pour les malversations qu'elle avait faites. Zemmour, c'est la même chose. Il a été dernièrement, encore une fois, c'était la semaine dernière, je pense qu'il a été condamné justement pour avoir fait des remarques racistes. Ciotti, tu l'as absolument dit, parle de noter, etc. Depuis 2007 qu'il a quitté un certain poste au niveau de sa région, mais touchait toujours le même salaire. Donc, sur quoi on se rejoint? C'est des idioties, à mon avis. Ils n'ont rien d'autre à dire. Ils veulent encore une fois faire fructifier cette crainte au niveau des Français en faisant croire que demain, ça y est, ça va être la vague islamiste, etc. Il y a 6 millions d'immigrés. D'abord, il n'y a pas 6 millions d'immigrés, déjà pour commencer. Dans ces 6 millions, il y a peut-être, je ne sais pas quel est le nombre exact de 2 millions, je ne sais même pas si c'est 1 million. Tout le reste, ce sont des franco-algériens, c'est-à-dire des enfants qui sont nés en France. Donc déjà là, on est en train de nous donner des épistémicides, une fausse image de cette population musulmane qui se trouve. D'autre part, cette histoire de voile, c'est quoi? Il y a peut-être une centaine, ou je ne sais plus combien il y avait de cas, 100 ou 150 cas de femmes voilées, mais qui plus est, mais c'est la liberté, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on empêche une femme de porter le voile pour aller chercher son enfant. Tu ne veux pas le voir dans les endroits publics, certes, mais quand tu prends Retailleau, ce qu'il disait avec une petite gamine qui passait Bouziane, je pense, mais elle lui a répondu, elle dit, mais en quoi je vous gêne ou elle vous gêne si je porte un voile en allant chercher un enfant à l'école? Je suis en dehors de l'école. Alors lui, il a dit oui, mais à l'extension de la laïcité, ça va aussi en dehors de l'école. Et c'est là où je trouve que c'est complètement idiot qu'on laisse parler un homme comme Retailleau, et tu as donné sa biographie et ses ancêtres, qui veut se présenter pour, comment dirais-je, parce qu'il a une ambition politique. Mais ça, c'est l'argument facile. Parle-moi de l'économie. Il veut se présenter comme président le groupe LR. Il veut se présenter. Et il y a l'autre aussi, son ami, ils sont du même, qui a dit comme quoi que les expulsés, s'ils ne veulent pas rentrer chez eux, on va les emmener à. Oh mon Dieu, oui, et les déporter. Oui, mais c'est la même. Ça montre que c'est des gens qui ne connaissent rien à l'histoire. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme prétexte en disant comme quoi là-bas il fait 5 degrés par jour, 140 000 machins et tout ça, et ça va. C'est de la folie. Ces gens-là, c'est de la folie. On a dépassé le cadre de la folie, parce que même la folie a une logique, mais aucune logique. Un maquillon, comment s'appelle l'île Maquillon? Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais d'abord, c'est à des heures et des heures d'avion. Qu'est-ce qu'ils veulent refaire un peu les prisonniers de la Guyane ou de Cayenne pendant la Révolution algérienne en 1870? Non, il ne faut pas exagérer. Mais parce qu'il réfléchit autrement. Il réfléchit. Pierre, c'est une île qui est à côté du Canada. Et je crois qu'il n'y a que 5000 habitants. Et ils voudraient expulser les gens qui vont aller là-bas. Et soi-disant, ça va les dissuader tellement la bêtise. C'est ça les hommes politiques français. Adouma, les hommes politiques français. Et lui, par contre, il est président du département du Puy-de-Dôme. Il est poursuivi par la justice pour
avoir détourné de l'argent. Il revenait à 700-800 € par personne. Ces gens-là, ils viennent donner des leçons de morale aux gens. C'est une bande de voyous, parce qu'il faut les appeler comme ça. C'est une bande d'escrocs, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils sont rentrés par le biais de la politique et ils en profitent au maximum. 21 ans, sénateur, 21 ans. 21 ans. Sénateur qui touche dans les 20 000 € par mois. C'est quand même aberrant. Un bonhomme qui n'a jamais travaillé de sa vie. Le président du Sénat qui vient d'acheter un fauteuil parce qu'il n'a pas trouvé un fauteuil qui lui va, il a 38 000 €. Il y a des vidéos qui passent, il faut voir quand il invite les gens. Et il se prend pour Louis XVI, pour Louis machin, il faut voir les repas, le chapon et je ne sais quoi, et je ne sais quoi. Donc ces gens-là, ils n'ont rien trouvé parce qu'ils n'ont trouvé que ce créneau. C'est Enfin, les immigrés, et dans les immigrés, je n'ai rien que des autres. C'est Mohamed Fadal, je vous laisse. non, je veux dire que ce sont des choses qu'il faut dénoncer, évidemment, mais ce qui me chagrine le plus. Mohamed, je vous laisse juste. J'ai une minute et je reviens, mais je vous laisse faire l'émission. J'arrive dessus. Alors, là, nous étions en train d'écouter Nourdine qui nous parlait justement de toutes ces malversations politiques qui se font au niveau de la France. Il a commencé à parler du Sénat. Moi, j'aurais pu parler aussi de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une sioniste, on va dire inconditionnelle. Elle vient juste de dire, mais nous aiderons Israël jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est pas très optimiste en tant que quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. Qui plus est, vous avez, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, qui vient de se faire accuser pour des détournements, pour des fraudes. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le terme. Ce sont des gens qui veulent représenter la population française, qui, je crois, à mon avis, est une population qui est en train de souffrir de ces malversations. Mais encore une fois, il se laisse diriger. Je prends Jordan, par exemple. Bon, il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est un jeune homme qui a 27 ans. Il veut être en politique, c'est très bien. Bon, moi, si ça lui plaît, mais encore une fois, je ne sais pas comment les Français peuvent se refléter quand vous l'entendez parler, ne serait-ce que déjà dans la prononciation de son français, ne serait-ce que dans les sujets abordés. Mais c'est un gars qui dit tout et n'importe quoi et personne ne trouve à redire. Moi, je m'inscris aussi en faux contre la plupart des médias français qui ne le reprennent pas. Sauf de temps en temps, vous avez un Villepin qui apparaît à Paty, à Madame Ségolène Royal, etc. Je dois avouer que maintenant, il y a quand même des voix qui s'élèvent de plus en plus. Je me dis, mais quelle image ils sont en train de donner la France. Mais encore une fois, en ce qui concerne moi, en tant qu'Algérien, lorsque j'ai vu tout le brouhaha qu'il y a eu en ce qui concerne Sansal, bon, évidemment, ils sont en train de dire que l'Algérie, c'est à cause du Maroc. Non, c'est pas à cause du Maroc. Moi, je fais partie, si vous voulez, ici aux États-Unis, d'un comité de support pour les Sahraouis. Ça fait 25 ans que je fais ça. Vous pouvez aller sur les Nations Unies, vous verrez mes pétitions. Les gens avec qui j'ai eu le plus d'accrochage en ce qui concerne les comités durant la discussion du Sahara occidental, nos frères sahraouis, c'était les Français. Et les Français, pourtant, qui ont été accusés par l'Europe pour leur interdire, par exemple, de faire l'exploitation de la pêche, etc. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien triste qu'aujourd'hui, les Français, qui sont des gens très politisés, ils ont des représentants, mais qui, à la limite, ne le représentent plus. Je prends un Jordan, 27 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Ce qu'a dit le frère Nordine en ce qui concerne Ciotti, ou bien encore en ce qui concerne Zemmour, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France de concret? Rien. Ils ne sont là qu'en train de taper sur qui? Sur l'Algérie, surtout en ce moment. C'est comme ça qu'ils vont diriger un pays, c'est ça. Le futur de la France, des gens qui s'attaquent à une petite gamine qui porte le voile ou bien la religion musulmane. Je tiens à dire que vous avez des Français
de renom, comme René Guénon, qui se sont convertis à la religion musulmane. Et ce n'est pas à cause du voile. Vous avez Eva de Vitré, la même chose, qui a introduit le soufisme en France. Vous avez une grande aventurière, Isabelle Eberhardt, qui s'est aussi convertie à l'islam. Bon, pour parler des modernes, Jacques Brenet, par exemple, avec cette école sur Ibn Rushd, ou bien sur pourquoi ou Geoffrey pour la conscience soufie. Pourquoi ils n'acceptent pas, ils n'acceptent pas que c'est une richesse d'avoir ces Français musulmans qui participent à l'économie du pays. Je prends Khaled Benchir, quand vous l'entendez parler, il est français, il ne s'en cache pas, mais regardez comment il parle de la France et des franco-musulmans, ou bien encore Karim Zeridi. Pourquoi ces gens-là, je veux dire, sont là, ils n'ont jamais, encore une fois, je te rejoins Nordine en disant, mais nous sommes français, ils sont fiers d'être français, ils disent aussi, mais nous sommes aussi d'origine musulmane. Et ce n'est pas à cause de ces quelques petits imbéciles que vous avez sur la scène française que ça va changer. Moi, je crois que 99% des Algériens ou des musulmans qui vivent en France font partie de la République, acceptent de vivre. Il n'y a pas d'antinomie entre l'islam et la République. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là s'acharnent. Et bien sûr, il y a toujours les échos sur les chaînes médiatiques. Et ça, je reviens à ce que tu disais tout au début. C'est vrai que les musulmans, mais je pense que ça commence à exister maintenant, ils peuvent reverser cette tendance. Parce que bon, quand vous avez 6 millions, 7 millions, 8 millions de musulmans en France, c'est quand même la deuxième religion en France, je pense qu'ils peuvent réussir à remettre leur voix autre par celle des Zemmour, des Jordan, des, comment dire, même des gens de chez nous qui m'a Kamel Daoud, etc. Maintenant, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, Nordine, et j'aimerais bien avoir ton avis, cette affaire de Sansal. Comment tu la digères, toi, cette affaire de Sansal? Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Sansal, il faut le racheter. Peut-être qu'il va y avoir une guerre le 8 mai ou l'indépendance. Nordine, il y a ce bonhomme-là, il ne faut pas donner la possibilité. Hein? Il y a des coupures sur le micro. Demande aux techniciens qui fassent attention. Il y a des coupures. Voilà, c'est bon. Okay. C'est bon maintenant. Maintenant, c'est bon. Non, je pense que pour Sansal, à mon avis, hein, ça c'est un avis personnel, même s'il le relâche, qu'est-ce qu'il va faire de plus ou de moins? Il ne faut pas leur donner la possibilité. M. Bruno Retailleau, lui-même, quand on lui parlait des Français d'origine étrangère, comme les Algériens, les Tunisiens et tout ça, il disait c'est des Français de papier. Lui-même qui tenait ses propos. Comment cela se fait-il que Bruno Sansal, Bruno, voilà. Voilà, Sansalada. Comment cela se fait-il qu'il il est devenu français il n'y a même pas 5 ou 6 mois par de présidentielle. Mohamed, si vous avez remarqué une chose, en ce moment, on ne parle plus de Yasmine Khadra. On ne parle que de l'autre qui, de toute façon, il est poursuivi par la justice. Et c'est pour ça que moi, pour Moboualem Sansal, il ne faut pas donner la possibilité, surtout quand on voit des journalistes, notre compatriotes, les Algériens qui vivent dans ce pays, c'est des gens qui sont français par le sang. Ce n'est pas par le sol. C'est leurs ancêtres, ils ont donné leur vie pour ce pays. Le premier régiment des Zouaves, c'est Mohamed, qui est composé à 80% de musulmans. Il a été créé en 1831 ou 1832. Et à chaque fois qu'on faisait l'éloge de ces gens-là. Si on voit la Première Guerre mondiale, le nombre de musulmans qui ont donné leur vie pour ce pays, que ce soit des Sénégalais ou que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, ça se chiffre en milliers. Pendant la Première Guerre mondiale, les Africains, tellement il y avait des décès qu'ils ne pouvaient même pas les enterrer. Une fois, ils ont fait ils ont creusé, je crois, ils ont tous entassé, et jusqu'à présent, il y a un mausolée qui est juste à côté. Nous qui vivons là dans le sud de la France, Mohamed, il y a il y a une île qui est en face de Cannes, l'île Sainte-Marguerite. Oh, bien sûr, c'est là, oui, bien sûr.
Voilà, les musulmans qui sont enterrés là. Donc, et n'oublions pas que si la France elle a été admise à rester dans la même table que les grands de Roosevelt, Staline et tout ça, c'est grâce à l'armée d'Afrique. S'il n'y avait pas l'armée d'Afrique, le général de Gaulle, il n'aurait jamais été assis avec ces gens-là. Et aujourd'hui, M. Monsieur X, Monsieur Y, et pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, il y a une haine viscérale, il n'y a rien à proposer aux Français. Ils ont coulé ce pays. Coulé, c'est normal. Un bon 21 le nombre c'est comment voulez-vous que ces gens-là, ils viennent à la télévision pour défendre les Français, la sécurité des Français, la sécurité de ça. Maintenant, pour le voile. Le nombre de filles en France, les écoliers, que ce soit français ou l'arabe, je crois qu'il y a dans les 12 millions. Dans les 12 millions, il y a peut-être 4 ou 5 filles qui portent le voile. Là. 4 ou 5. 4 ou 5, moi je pensais plus, j'avais dit une centaine. 4 ou 5, c'est tout, pas plus. Et on voudrait même interdire aux accompagnatrices, parce qu'il y a les mères de famille qui ne travaillent pas. Et quand les enfants, par exemple, ils vont pour une sortie, voilà, on trouve le catholique en France, c'est Mohamed. Wallah, il a plus de 60%, 70% des élèves qui sont de confession musulmane. Si demain des enfants qui vont dans l'école publique, les écoles catholiques, ils sont obligés de fermer. Aujourd'hui, s'ils existent, c'est grâce à ces enfants qui sont de confession musulmane. Mais simplement, ils n'osent pas trop parler en 2024, c'est pour la première année que le nombre de naissances important que le nombre de décès. Et dans le nombre de naissances, dans les 50%, ils sont d'origine étrangère. Voilà, c'est pour ça que, politique parler, moi, c'est vrai qu'on a beaucoup à ce pays, on ne peut pas dire le contraire. Mais moi, nous sommes de la même génération, c'est Mohamed. Quand vous vous rappelez de Couve, de Murville, qui était ministre des Affaires étrangères, quand vous voyez les Mesmer, vous voyez les Olivier Guichard, quand vous voyez tous ces gens-là, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent se dire dans leur tombe? Ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent se retourner dans leur tombe. C'est la France arrivée à ce stade-là. Oui, c'est pour ça que je me dis, c'est pour revenir un petit peu sur Sansal. Moi, Sansal, autant que je me souvienne, tous ses livres étaient vendus en Algérie. Et Dieu sait, pour moi, c'est des torchons. Mais enfin, ils étaient vendus. Il en a fait son fonds de commerce. Lui, il était anti-arabe, anti-islamique, etc. Il se prétendait athée. Mais maintenant, les Français n'ont plus d'excuses. Lorsqu'ils parlent de liberté d'expression, jusqu'à ce moment-là, l'Algérie ne l'a jamais coupé. Ils n'ont jamais rien dit. Ils l'ont toujours laissé faire. Et pourtant, il était le directeur général au ministère de l'Industrie. Donc, c'était quand même un commis d'État. Mais, pour une raison ou pour une autre, il s'exprimait, il disait toutes ces diatribes. Maintenant, il est français. Il devient français. Et lorsqu'il s'adresse, et quand il parle de l'Algérie, il ne parle plus de l'Algérie en tant qu'Algérien. Il dénonce ce que dit l'Algérie en ce qui concerne son historicité. Il dénonce les contrats qui ont été faits en Algérie. Et tout ça, on oublie de le dire. On s'accroche seulement sur le fait que, bon, ils te disent, moi, c'est à cause de... C'est faux. Il faut écouter son discours lorsqu'il a eu avec Lirancourt. Le dernier discours qui est passé dernièrement dans certains documentaires, comment il parlait de l'Algérie, comment il parlait de l'islam, et comment il refusait même l'existence même de cette essence algérienne. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce gars-là tienne ce genre de langage devant des télévisions, sur des tableaux de télévision. Je me dis, mais si jamais un Français qui parle comme ça de la France, mais ils vont le mettre en prison directement. C'est plus une question maintenant de liberté d'expression, à Nourdine. Non. Là, c'est des mensonges, c'est des épistémicides, ils sont en train de toucher une corde très sensible. Bon, il est vrai que l'Algérie a toujours supporté les Sahraouis, mais elle n'a pas supporté que les Sahraouis. Tous les mouvements révolutionnaires algériens en Algérie, les Algériens les ont supportés. Il ne faut pas oublier quand même, l'Algérie c'était la capitale c'était la Mecque des révolutionnaires.
Ça l'a toujours été, ça l'est encore dans les livres d'histoire. Donc, on a toujours défendu les gens qui étaient sous colonisation. Or, le Sahara, le Sahraoui, c'est la dernière colonie, d'Afrique sous l'occupation militaire marocaine. Mais ce qu'il a dit, et c'est là, moi je dis, si seulement il parlait de, comme il disait, ses livres, etc., on passe. Mais là, il s'est attaqué quand même au nerf de la guerre. Et en plus, il parlait, comment dirais-je, sans aucune honte pour dire maintenant je suis français. C'est comme Daoud, je ne sais pas si tu as écouté Daoud dernièrement. Est-ce que tu as écouté le dernier entretien de Kamel Daoud? Lorsqu'on lui dit mais comment vous vous sentez maintenant que vous êtes français à Golomé, il leur a dit moi je me suis toujours senti français, c'est presque érotique pour moi la France. Qu'est-ce que c'est que ce genre de liberté? Sans ça, c'est pareil. Oui, mais il ne faut pas lui donner trop d'importance. Il y a le salon du livre actuellement. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, il ne faut pas amplifier. Mais là, il a dépassé toute la ligne rouge qui pouvait exister dans le sens où il a touché non seulement à la dignité de l'Algérien et de l'Algérienne, bon, moi, je ne suis pas pour qu'il passe le restant de ça, mais il faut qu'il soit jugé. Il a été jugé, contrairement à ce que disent les Français, il est à l'hôpital militaire, il a un cancer de la prostate et il est soigné. Maintenant, moi, je dis, il a été condamné, il ne peut même pas être gracié puisqu'il a fait appel. Il a fait appel, il ne peut pas être gracié. Donc, mais le président peut quand même le gracier. Le président peut le gracier. Ils peuvent le faire passer de suite en justice. Baisser sa peine. Non, pour moi, je ne suis pas. En ce moment, il y a je crois qu'il termine. Madame? Non, il y a le salon du livre à Paris. Oui, c'est où ça? C'est au Grand Palais, c'est ça? Je crois que c'est aujourd'hui le dernier. Demain. Le salon du livre à Paris. Oui, c'est demain. Voilà. Le salon du livre est aujourd'hui, cette année, c'est l'année du Maroc. Donc, il y avait la ministre de la Culture, il y avait il y a Yasmina Khadra, quand même, qui est l'un des écrivains où ses livres ils sont le plus traduits dans le monde. Je crois qu'ils sont traduits dans 50 langues. Pas une, deux, 50 langues, 50. Donc, c'est un sujet. Et depuis qu'il n'a pas voulu prendre position pour les bien-pensants, en disant que oui, sans ça, c'est un compagnon de ça, ils l'ont mis ils lui montrent du doigt, ils ne veulent pas lui donner de l'importance. On le voit, on ne voit aucune publicité de Yasmina Khadra que la télévision française. Mais écoute, Nordine, il y a simplement, dans toutes les chaînes de télévision. Non, pour vous dire simplement, oui, non, juste à la Yasmina Khadra. Mais il est toujours debout, il est bien comme il faut. Et là, il est dans un instant de Flammarion, je crois, l'instant Flammarion. Oui, il est là-bas aujourd'hui et demain. Je pense demain il sera là-bas. Voilà, aujourd'hui. Et personne ne parle de lui. Et on parle de Daoud, on parle de Sansar, on parle de. Moi, j'ai assisté une fois à la FNAC à des distributeurs. C'était. Parce que. Hein? Pardon? Je n'ai pas entendu. Moi, pour parler de Yasmina Khadra et de Kamel Daoud. Kamel Daoud a obtenu le prix Goncourt avec une malversation de l'éthique, avec une malversation du respect de la privacité de cette petite gamine. Et il a profité de sa position en tant qu'époux de sa psychiatre pour prendre ce livre et écrire ce livre Hori. Et on l'a gratifié, on l'a couronné avec le prix Goncourt. Alors qu'on sait qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, et ce n'est pas fictif, c'est inspiré de la réalité de cette gamine en parlant des tatouages, enfin, avec des signes que l'on pouvait trouver seulement chez cette petite. Et ensuite, on lui donne le prix Goncourt. Yasmina Khadra a obtenu l'équivalent du prix Goncourt en Italie. Il était sur tous les journaux, etc. Je vous écoute, c'est Mohamed. Il était sur tous les journaux, etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Daoud, il a accepté
d'être, si tu veux, ce chien au cou pelé pour faire le relais de ces sionistes, parce que bon, un de ses promoteurs, il ne faut pas l'oublier, c'est Bernard-Henri Lévy, et on connaît ses positions, tandis que Kamel Daoud, il est toujours resté fidèle à lui-même. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Kamel Daoud a dit, mais en tout cas, je sais qu'il y a une chose, il n'a jamais, au plus grand soit-il, refusé de dire qu'il était algérien, profondément algérien, et qu'il resterait toujours algérien. Et ça, il ne l'accepte pas. Pourtant, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, ses livres, non seulement ils ont fait le tour du monde, il y a, je crois, une dizaine de ces livres, ou en tout cas 5 de ces livres qui ont été faits en film. Kamel Daoud, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Even Sansal, moi j'ai lu quelques torchons de Sansal, tu ne veux pas arriver jusqu'au bout, tellement c'est moche, tellement que ce qu'il dit c'est des mensonges, comme d'ailleurs Kamel Daoud, le seul livre qu'il a écrit plus ou moins, Meursault contre enquête, ben ça c'était de la pige du livre de Camus. Mais enfin, pourquoi je reviens à dire là-dessus, c'est qu'il y a un certain moment où ces Algériens qui ont choisi d'être français, moi je n'ai aucun problème avec ça. Ils vivent en France, c'est leur terre d'accueil, France. J'ai aucun problème qu'ils soient français, soit bien. Mais n'oubliez pas où comment dirais-je, les racines de où vous êtes, quand on voit la différence avec Karim Zeridi qui dit oui, je suis profondément français, mais j'ai des origines algériennes. Vous maintenant, ils veulent faire abstraction d'origine algérienne. Sansal, il est algérien. En plus de ça, Sansal, il devrait reconnaître l'Algérie à double titre. Son père était poursuivi parce que au Maroc, il a trouvé refuge en Algérie. Il est venu, il est né en Algérie, son père a épousé une Algérienne, il est ce qu'il est maintenant. Mais ça, il ne reconnaît même pas, il te dit non, moi je suis marocain. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Et tu veux qu'un neige, ce gars-là, je le laisse sortir après ce qu'il a dit. Quand il se fait le relais d'Adriancourt, quand il se fait le relais d'un Zemmour, quand il se fait un relais de Crif, allez, au moins lui dire, mais tu es venu en Algérie, n'oublie pas que tu es aussi algérien, que tu étais détenteur d'un pays algérien et d'un passeport algérien, et nous sommes, si tu veux, un pays qui est régi par les lois en ce qui concerne notre sécurité. Donc, tu te dois, comme tu as dit tout à l'heure, payer ta dette envers la société algérienne pour ce que tu as fait, ce manque de respect. Bon, Daoud, alors lui, j'en parle même pas, parce que c'est encore un qui est illuminé, il est plus royaliste que le roi. Mais pourquoi, encore une fois, les Algériens n'ont jamais... C'est pour Daoud, pour la Sansa. Non. Tfadal. قلت que c'est tout ça. Moi, pourtant, je lis, mais j'ai jamais aimé le livre. Comme par exemple Daoud. Il y avait un écrivain algérien qui a eu le prix Renaudot, je crois, pendant la décennie noire, Rachid Mimouni. Ah oui, bien, oui, je me souviens, bien sûr. Oui. C'est un écrivain, c'est dans le même style que Yasmina Khadra. Il a eu le premier prix Anaf Louad. Et on a l'impression que Kamel Daoud, c'est les idées de Rachid Mimouni qui est en train de les exploiter pour pouvoir écrire un livre. Il n'a même pas la capacité. C'est vrai qu'il écrivait, il tenait. Kamel Daoud, il faisait... Il avait un billet dans le quotidien d'Oran et j'étais vraiment un fan. Tu as le billet, tu as le quotidien d'Oran. Une page sur le quotidien d'Oran. Oui. Voilà. Donc, mais en tant qu'écrivain, même le livre qu'il a écrit là, Del Barkami et tout ça, il critique les Moudjahidines, il critique les Fidayines. C'est un bonhomme qui a ça dans le sang, c'est sa nature. Ce qu'il a fait sur le dernier livre, écrit sur la dédicace du livre qui est sorti il y a 2 semaines. Mais quand tu le lis, ce gars-là, mais tu dis, mais c'est pas possible, il a oublié d'où il vient. En plus, son père, c'est un militaire. Bayou, c'est un gendarme. Il a oublié même les Haïtiens qui se sont battus pour que lui puisse devenir ce qu'il est. Ça fait Et moi, ce qui me chagrine, c'est que comme Yasmina Khadra, il y a 3-4 mois de ça, il passait dans toutes les chaînes de télévision, mais il a eu le premier prix en Espagne, il y a un mois ou un mois et demi. Italie. Il a eu un deuxième prix en Espagne, il y a 2 ou 3 mois de ça. C'est l'un des écrivains où ses livres ils sont vendus traduits dans 50 langues, mais une langue, la 2 langues ou la 3 langues. De Yasmina Khadra, que ce soit les Hirondelles de Kaboul, que ce soit tous les livres qu'il a écrits. C'est quelque chose c'est phénoménal. Yasmina Khadra, c'est pour moi, quand on prend un livre et quand on commence à le lire, on ne veut pas s'arrêter.
on ne veut pas s'arrêter. On va jusqu'au bout. Mhm. Et là, on le boycotte. Voilà, on le Ouais, boycotte parce je sais qu'on ne parle pas, pas de lui. ils peuvent pas, si tu vas à la FNAC, tu vois le rayon, tu as les livres, tu vois le nombre de livres qu'il y a à Yasmina Khadra, et tu prends ceux des livres de, comment il s'appelle, Daoud, il n'y a pas comparaison, je veux dire. De toute façon, ils ne peuvent pas ignorer, comment dirais-je, l'aspect commercial et business. Yasmina Khadra, il les enrichit de par ses livres, et qui plus est, il enrichit aussi la culture française, parce qu'il écrit en français, de par Ah oui, ses... Ben ça oui, c'est sûr. enfin, bon, ça c'est encore une fois. Donc, je disais, moi, ce qui me chagrine, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je suis content d'un côté que la France et l'Algérie, c'est en train comment dirais-je, de se calmer un petit peu. Ça me fait plaisir parce qu'encore une fois, moi, je reconnais, on ne peut pas ignorer 132 ans. C'est comme un mariage, comme je dirais. Mais d'un autre côté, tu l'as dit aussi, c'est vrai que l'Algérie comprend aussi qu'il faut remettre ces relations sur pied, surtout pour le côté sécuritaire. Et ça, Dieu sait si la France et l'Algérie ont beaucoup participé avant ces 6 mois d'embrouille, mais aussi l'aspect économique. C'est des grands seigneurs. Bon, d'accord, vous êtes des Français, on peut vous donner aussi des contrats, mais essayez de ne plus, c'est pas de ne plus dérailler, de ne pas mélanger les deux et arrêter de nous attaquer quand il n'y a pas lieu de nous attaquer. La France n'a jamais attaqué l'Algérie. C'est toujours, je veux dire, l'Algérie n'a jamais attaqué la France. C'est toujours les Français, je parle des médias français, qui se font le relais certainement de certains hommes politiques français. Et ça, je trouve que, bon, là, ils ont C'est peut-être Mohamed, dépassé. on s'attaque, on s'attaque à l'Algérie parce que l'Algérie elle a montré un soutien total à la Palestine et c'est ça qui a fait le Wahd, c'est tout. Hein. Si elle n'a pas parlé beaucoup de Palestine, on ne l'aurait pas attaqué de cette manière-là. Toute la ces news, mais tellement ils disent des bêtises et des idioties que des fois euh, le bonhomme il a envie à chaque deux, voilà. Ils ont une grande réunion de la diaspora algérienne à Paris. Mhm. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est Mohamed. À la Karim Allô? Zeribi. Karim Zeribi. Oui, c'est quoi, Le le 15 12, mai, je crois, voilà. J'ai vu les pubs qu'il fait sur le réseau. C'est au mois de mai. Hein. le 12 ou le 13 Mhm. et Oui, le 12 ou le 13 mai, une grande organisation. Voilà, mhm. ils voudraient faire une association comme le CRIF, comme les associations d'Arméniens, Je fais comme les partie associations des Chinois, comme les associations. Donc, il le fait, je crois, le 12 ou le 13 mai, si je ne me trompe pas. moi, je suis membre du CNDA. Il m'a envoyé une invitation et j'ai payé ma cotisation. Il devait d'ailleurs faire, Voilà. l'année dernière, il devait déjà faire Là, un il event va en le faire le Algérie. 12 ou le 13 mai. Oui, Il va le faire le 13 mai à Paris. moi, je trouve que ce sont des exemples à suivre. Et ils acceptent, si tu veux, le fait qu'ils sont franco-algériens, ils défendent, ils te disent, mais on peut travailler ensemble, pourquoi pas, parce que tout le monde le fait. D'ailleurs, ici, tu vois qu'il y avait les Arméniens, il y avait les Italiens, il y avait les Israéliens, pourquoi pas les franco-algériens? Il a raison. Je pense qu'il va réussir. Même, non, je pense que cette fois-ci, il y aura beaucoup de monde. Cette fois-ci, il y aura beaucoup de monde, ça c'est sûr. Il y aura vraiment beaucoup de monde, ça c'est sûr. Parce qu'ils voudraient structurer. Je pense qu'il y aura un grand. De toute Mhm. façon, il va y avoir de la publicité, il va y avoir de. Oui, oui, il fait déjà de la publicité sur le réseau. Enfin, bon, moi comme je suis membre, donc j'ai reçu les invitations. Bon, malheureusement, je ne peux pas y aller eu égard bon, à la situation familiale ici, mais c'est bien. Je pense que ce genre d'événement, il devrait se faire plus souvent. Parce que vous êtes très, très nombreux en France. Et 99% des Franco-Algériens qui vivent en France, je pense qu'ils sont très, très bien intégrés dans la communauté. Il ne faut pas s'arrêter à ces femmes enfin, à ces huluberlus, hein, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, qu'ils essaient de mettre de l'huile sur le feu. Mais moi, ce que je dis, et c'est là où je blâme la France, c'est qu'elle laisse des gens comme Zemmour, des gens comme Marine Le Pen, enfin toute cette cohorte de gens, le nom m'échappe, ou même comme tu disais tout à l'heure, on ne veut même pas dire son nom, Rotaillot, etc. Ils mettent de l'huile sur le feu. Et je pense que là, c'est le rôle justement des institutions françaises qui sont chargées de ça, de leur dire ça suffit.
Ça, parce que, bon, on condamne les gens pour un appel à la haine, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce sont des gouvernementaux. C'est ça que je ne comprends pas. Retailleau, mais c'est un appel à la haine. C'est quoi ça? C'est demander des retaliations graduelles. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller faire un nouveau Sidi Ferruch? Comme tu as dit au début de l'émission, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas l'Algérie de 1830. Fadl. Mais le truc, c'est que les Algériens de France, hein, je crois qu'ils ont donné une leçon de morale. Au moins, ils s'attendaient, en s'attaquant à l'Algérie, que la communauté algérienne, elle va réagir d'une manière, par exemple, désastreuse, ou d'une manière. Mais au contraire, ils ont donné une image. Même vous nous insultez, nous sommes là, debout, et ce n'est pas vous qui allez nous ébranler ou le faire quoi que ce soit. Absolument. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que eux, ils voient, parce que eux, la peur que demain, s'il y a un problème entre l'Algérie et la France, c'est que la communauté algérienne qui est en France en Algérie, ils ont montré ils ont manifesté, ils n'ont rien du tout. Donc c'est quelque chose de très important. C'est une image de la communauté algérienne que beaucoup de communautés devraient se référer. C'est vrai que la communauté algérienne en général, elle a su être fièrement rester debout et ne pas répondre à ces provocations. Par contre, et ça je dois le dire, parce que ça je suis aussi un petit peu très très déçu qu'une autorité comme l'autorité de la mosquée de Paris fasse, par l'intermédiaire de son recteur Hafiz, les déclarations qu'il a fait dernièrement. Là, je suis absolument bouleversé par le langage qu'il a utilisé. Lorsqu'il te dit j'ai choisi la France, lorsque je te dis mais moi j'ai fait des déclarations, etc., tu es représentant de toute la communauté musulmane, pas seulement d'abord de la communauté algérienne. En plus, en tant qu'Algérien, qu'est-ce que ça veut dire, il dit j'ai choisi la France? Qu'est-ce qu'il a voulu? Est-ce que tu as entendu lorsqu'il était avec eux, c'était sur Sud Radio, sur Bourdieu. Tu sais, il y a un problème avec ton micro. Demande dans la technique. C'est Mohamed. Non, mais moi, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un, c'est Bachar Aboualam, qui a dit j'ai choisi la France. Oh. Non, mais attends, j'aime bien ton humour noir. Mais bon, là, moi, ce que je me dis, c'est vrai, il a dit la même chose. Mais là, c'est parce qu'il est tellement. Il a oublié le rôle. Il a oublié le rôle, non pas ce qu'il est en tant que recteur de la mosquée, mais sa parole, comment elle va être reprise par les gens qui sont d'autre bord. Je pense que c'est pas tellement. Parce que le jour où il a fait cette déclaration, il l'a fait chez Bourdin. Oui, je sais. Bourdin qui a changé complètement. Sud Radio, raciste, les deux, il faut dire ce qu'il en est. Et ils ont voulu l'acculer, ils ont voulu le pousser. Bourdieu, il a fait son métier de journaliste. Bourdieu, il a fait son métier de journaliste. Moi, où j'en veux, c'est à Hafiz, enfin, bonsoir, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu représentes pour dire, tu as choisi la France, c'est bien, mais n'oublie pas que tu es recteur de la mosquée de Paris, qui est gérée par les institutions algériennes, ton salaire, c'est les institutions algériennes, tous les employés, etc., les budgets. Il y a un budget, je ne sais pas combien de millions, je peux retrouver le chiffre, de millions qui est donné par l'Algérie pour justement faciliter. Ça fait 2 millions d'euros. Oh, beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que 2 millions d'euros. Je retrouverai le chiffre. Et il oublie, rien que son salaire déjà, tu sais combien il gagne ce gars-là? Il se fait 200 000 euros par an. Plus la voiture, plus tous les avantages, etc. Mais tu sais, là-bas, tu as une corde d'employés, je crois quelque chose comme une centaine d'employés qui sont d'employés, je parle, qui sont à la mosquée, plus les imams. Et tout ça, c'est plus que 2 millions. Mais pour dire où je lui en veux, moi, c'est pas Bourdieu, je dis, lui, il fait son boulot de journaliste, même s'il est d'extrême droite. Mais lui qui rentre dans ce jeu-là, parce qu'il avait déjà fait, il y a quelques mois, et puis on en avait déjà parlé, toi et moi, quand il avait fait une fatwa, qu'il avait demandé à tous les musulmans de prier pour les Français. Il n'a jamais eu ce même mot pour prier pour les pauvres Gazéens qui se faisaient massacrer, Palestiniens qui se faisaient massacrer à Gaza. Je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de langage. Faites une prière pour eux, jamais. Dis-moi, bon, moi en tout cas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Bon, dis-moi si j'ai tort, mais enfin, je veux dire, non, il ne faut pas exagérer quand même. On est arrivé à la fin de l'émission, c'est Mohamed.
Ben, on va terminer sur quelque chose de positif. Tfadal, donne-nous une de tes pépites de librairie. Tfadal, ta bibliothèque. Voilà. C'est un qui a été écrit par Mustafa Al-Sharaf, Allah yarhamou. L'Algérie, nation et société. C'est un très beau livre qu'on peut trouver sur Amazon, qu'on peut trouver même en Algérie, quelqu'un qui vient d'Algérie ou la Hadja, il peut le ramener. C'est un très très beau livre. Mustafa Al-Sharaf, c'est celui qui a été pris dans l'avion, qui a été Oui. le premier attentat, le premier acte terroriste d'avoir détourné l'avion qui avait les 5 de Boudiaf, Allah yarhamou, Ben Bella, et ainsi de suite. Mustafa Al-Sharaf était avec eux ce jour-là. Et après, ils l'ont relâché. Voilà. C'est l'Algérie, nation et société. C'est de la bonne lecture. Oui, très bonne lecture. J'aime bien les historiques. Encore une fois, Nourdine, merci pour nous donner l'opportunité d'exprimer cet amour qu'on a pour le pays, et puis aussi cet amour de la paix, de la sérénité qu'on va retrouver entre la France et l'Algérie. Encore une fois, merci à toute l'équipe technique, et j'espère que Radio Le Rolba va continuer sur cette lancée, pas à éveiller les consciences, parce que je pense que je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas d'interpeller les gens et d'être actif, parce que c'est notre militantisme, ou le militantisme de vous qui vivez en France et qui êtes français, qui va prouver que vous faites partie intégrale de la République et vous acceptez cette République. Voilà, merci encore et à très très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, c'est Bislamah.